Serval, Barkhane, Takuba, MINUSMA, sans résultat tangible en 10 ans. Et puis, tous plièrent bagages. Après, les FAMA, les forces armées maliennes, appuyées par les Russes, reprennent le contrôle de la région stratégique de Kidal. En 10 jours environ, les masques du terrorisme sont-ils définitivement tombés sur les champs de bataille à Kidal? C'est le sujet de cette semaine et je suis particulièrement heureux d'avoir sur le plateau pour en parler un de nos meilleurs consultants, Luc Abaki. Luc, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Juste vérifier si votre micro est bien allumé. Est-ce que les téléspectateurs vous entendent? Oui, mais c'est Voilà, bon maintenant. Je pense qu'il n'avait pas été allumé. Luc Abaki est journaliste, analyste politique. Une troisième casquette, bientôt écrivain. Fameux rôle du journalisme en démocratie, c'est pour quand? Je pense que c'est pour dans quelques jours, puisque le travail de base a été fait. On est à l'impression, sinon à l'imprimerie. Je crois que d'ici l'autre semaine, on aura le livre vraiment sur le marché. Très impatient de le dévorer. Avec vous, l'inévitable Sogoyo Kegewe. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, on est là. C'est dimanche, non? C'est la grande messe. C'est la grande messe. Merci. Voilà. Avec un large sourire, je devine pourquoi. Parce que cette victoire de Kidal aussi, c'est une forme de légitimation des discours sur ce plateau un peu. Les événements vous donnent raison, Excellence Kegewe. D'abord, vous parlez de Takuba, de Serval, de la France, avec tous les autres pays européens qui se sont rassemblés à la curée pour bouffer du Mali. Mais ils n'étaient pas allés aider le Mali. Donc, quel résultat vous vouliez? Ils étaient là pour aider les terroristes et les terroristes sont devenus de plus en plus forts. La preuve, quand on les a mis dehors, la première chanson qu'ils ont entonnée à Paris, c'est qu'en 2 jours, les terroristes vont prendre le Mali. Mais si vous les avez combattus pendant 10 ans, et qu'en 2 jours, ils peuvent prendre le Mali, c'est à vous de tirer les leçons du combat que vous avez mené contre le terrorisme. Donc, tout ça, c'est une farce. Et aujourd'hui, la chute de Kidal est un événement planétaire. Je suis surpris qu'on limite l'événement au Mali. Non. La chute de Kidal est la première victoire de la longue guerre d'indépendance que tous les pays esclavagisés de l'Afrique dite francophone doivent mener pour être indépendants. Donc c'est la première victoire contre cette colonisation et cette bataille, ces combats doivent continuer dans tous nos pays. Parce que le programme de la France, ce n'est pas de prendre le Mali, le Burkina ou le Niger, c'est toute l'Afrique occidentale qu'il faut donner aux terroristes. Je vous ai déjà dit que les terroristes se rêvent déjà en djellaba en train de plonger dans la mer, sur nos côtes ici. Donc c'est ce programme-là. Et la victoire de Kidal, c'est un point de départ. J'entends des petits farceurs, des pieds nickelés qui disent « Ah non, la guerre continue, les Touaregs ont dit que qui, les Touaregs ont dit que quoi ?» Mais est-ce qu'après Dien Bien Phu, la France est retournée au Vietnam? Non. Est-ce qu'après Saigon, les Américains sont retournés au Vietnam? Non. Est-ce qu'après, comment on appelle ça, après la capitale, après Kaboul, est-ce que les Américains sont retournés en Afghanistan? Non. C'est une fessée magistrale et définitive qui a été assénée aux Touaregs et avec l'espoir que leurs commanditaires vont goûter indirectement à cette fessée. Aujourd'hui, c'est Touareg. Mais il leur reste à retourner voir Sarkozy. Nous, on vivait bien avec Kadhafi. Tu nous as dit que tu nous donnes un territoire. On a perdu le territoire. On fait quoi maintenant? Donc, ne soyez pas surpris que demain, les mêmes commencent à animer des mouvements terroristes avec des attentats en France. Parce qu'on leur a promis quelque chose qu'on ne leur a jamais donné.
et qu'on ne leur donnera jamais. Ce Goyou Kegeoui, journaliste ancien, Voilà. ancien ambassadeur. Si vous nous suivez en direct, vous pouvez participer à cette émission. Je vous rappelle le contact via WhatsApp, contact par lequel vous pouvez nous écrire, plus 228 96 08 43 43, 96 08 43 43, procédé de l'indicatif 228. Écrivez-nous et nous ferons le plaisir de relayer vos contributions dans la seconde partie. Mais si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas le petit geste en même temps, mais le petit pouce pour liker notre émission, pour la protéger. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir en temps réel nos programmes et puis surtout partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, de l'Afrique qui gagne. Luc Abaki, l'armée malienne reprend le contrôle de Kidal une dizaine de jours après le départ de la force onusienne, la MINUSMA. On aurait pu dire incroyable, mais vrai, si bien que certains sont restés jusque-là dubitatifs. Mais oui, ceux qui veulent rester dubitatifs, ils vont le rester. Et puis bon, on n'a pas à formuler des critiques vis-à-vis de leur état d'esprit, de leurs sentiments. Mais comme vous l'avez dit, nous avons toujours été convaincus, nous, ici, que le régime d'Assimi Goïta et son équipe étaient en train de faire un travail de salubrité publique, un travail de réorganisation de l'État malien, de la société malienne, de restructuration donc de cette population-là, de ce peuple-là. Et je crois qu'aujourd'hui, le résultat tangible auquel ils sont parvenus nous conforte dans ce sentiment que nous menons le bon combat en termes d'information, de relais de l'information, de l'analyse. Et nous pensons que c'est le résultat aussi d'un travail rigoureux, méthodique, pragmatique, qui rappelle un peu l'audace singulière des grands hommes de notre histoire, quand on parle des gens comme Soundiata Keita, Samori Touré, des grands hommes qui ont dirigé les empires anciens et qui nous ont montré une manière unique en son genre de diriger. Un type de leadership qui permet en effet d'arriver à des résultats. Je vois dans la posture d'Assimi Goïta un combattant de la vie qui s'est engagé résolument pour une cause noble, une cause qui élève l'aura des hommes d'État et qui, au bout du compte, donne des résultats probants, totalement encourageants et qui montrent qu'en fait, la volonté, l'engagement, la détermination payent toujours au bout du compte. Comment expliquer donc, vous avez fait cas de Takuba, de Barkhane, de la MINUSMA, etc., qui ont séjourné au Mali pendant une bonne dizaine d'années, et sous les yeux de qui le phénomène terroriste se métastasait allègrement. Et il y avait une guerre communicationnelle de gauche à droite, et on a été, l'État malien, les dirigeants maliens et leur peuple ont décidé de prendre leur destin en main, et de façon audacieuse et courageuse, de leur dire, bon, mais écoutez, vous avez fait de votre mieux, même si nous vous soupçonnons d'être en intelligence avec les ennemis de la République, nous vous demandons de repartir tranquillement et merci pour le travail que vous avez fait. Ils partent et en quelques jours, l'État malien avec ses partenaires commence à avoir des résultats totalement excitants, encourageants sur le terrain. Je crois que c'est une belle leçon. L'ambassadeur a parlé tout à l'heure d'une victoire planétaire. Oui. Je vais ajouter historique. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y a un impact psychologique, non seulement sur le peuple malien et ses dirigeants, mais sur l'Africain, les Africains, dans leur ensemble, pour qu'ils comprennent qu'en réalité, il n'existera aucun peuple venant de l'extérieur pour nous définir notre sort et définir la voie par laquelle nous allons nous construire. Vous parliez de victoire planétaire. Luc a ajouté victoire historique, moi je parlerai de victoire symbolique également, à rapprocher avec la victoire d'Adwa en Éthiopie, où vous avez parlé de Dien Bien Phu. Oui, j'ai parlé de Dien Bien Phu qui est symbolique parce que c'est là-bas que les Français ont reçu la fessée la plus magistrale avec le général Diap, je crois il s'appelle, Nguyen Diap, mais il y a Adwa, effectivement, où c'est les Éthiopiens qui ont aplati les Italiens dans toute leur arrogance, avec leur, il s'appelle quoi déjà, l'autre demi-fou là, Mussolini, qui a fini pendu à un crochet de cochon. Mais
on les a aplatis. L'Afrique a eu beaucoup de victoires. C'est que on refuse de nous enseigner ces victoires africaines sur les Blancs. Mais celle-là se déroule sous nos yeux à Kidal, mais on dirait qu'elle n'est pas célébrée comme il faut. Elle n'est pas célébrée parce que, en dehors du Mali, du Burkina et du Niger, dans les autres pays, les nègres esclaves de Paris sont cachés sous le lit, la queue entre les cuisses comme des chiens battus. Qui parmi eux peut oser féliciter Assimi Goïta? On va dire, ah non, donc tu es contre la France. Donc, tous nos chefs d'État apeurés, atterrés, ne peuvent pas féliciter, mais quand même, je trouve quand même cocasse qu'une telle victoire, qu'on ne soit pas en mesure de la qualifier et de féliciter, surtout quand à côté, il y a un petit diablotin qu'on appelle le cornu, en fait, son nom même dit à quoi il ressemble, qui dit que non, on va diviser le Mali, pas en deux, hein. C'est en trois que ces cornes veulent diviser le Mali. Ce type, il est inconscient parce que avant que le Mali ne soit divisé en 3 parties, la France sera divisée au moins en 10 parties. Parce qu'il doit savoir qu'en France, depuis la Nouvelle-Calédonie, les Antilles, la Corse, la Bretagne et ceci et cela, il y a beaucoup d'entités qui veulent leur indépendance. Mais nous, les Africains, on ne va pas les encourager contre la France. Au nom de quoi, lui, il encourage la partition d'un pays comme le Mali. Le Mali lui doit quoi? Il est qui sur le cornu? Mais il n'a qu'à demander où est Le Drian, où est le Florence Parly. Ils sont tombés dans l'anonymat d'où Macron les avait tirés. Je ne sais pas si Macron il fait un concours de recrutement des médiocres pour les nommer à des postes stratégiques, mais c'est eux qui le nomment. Et aujourd'hui, lui, le cornu, il vient, il continue les bêtises de Le Drian, il continue les propos amnésiques de Laurence Parly et il veut diviser le Mali en 3. Ça n'arrivera pas avant que la France soit implosée en au moins 10 États différents. Luc Kabaki, vous, comment vous expliquez cette célébration pas à la hauteur hein, de l'événement qui est la reprise de Kidal par les forces armées maliennes? Non, il n'y a rien de surprenant. Ceux qui devaient célébrer cela l'ont célébré. Le peuple malien l'a célébré, ses dirigeants l'ont célébré, les amis du Mali l'ont célébré et nous la célébrons aujourd'hui. Maintenant, ceux qui se sont terrés dans un mutisme béat, tous ceux-là, ceux qui sont embarrassés aujourd'hui, révèlent justement leur état d'esprit de connivence avec les ennemis du Mali. Vous savez, depuis toujours, nous avons eu à révéler un certain nombre de faits, des complicités inouïes qui se sont liguées, voilà, contre le peuple du Mali et qui se retrouvent malheureusement dans nos rangs. Il m'est arrivé même de parler des nègres de maison qui se trouvent donc dans notre espace et qui, de connivence avec les puissances occidentales, dont le but est précisément de spolier nos États après les avoir fragilisés, après avoir œuvré à les déstabiliser. Et donc ces nègres de maison-là ont ressenti cette défaite, ou du moins cette victoire du Mali au niveau de Kidal, comme une défaite cuisante, mais qui les embarrasse à plus d'un point. Sinon, comment vous pouvez comprendre que la maison de votre voisin est en train de brûler? Et que votre mission, en réalité, selon les principes que nous avons, qui permettent le vivre ensemble, en communauté, est donc de vous associer à lui pour l'aider à l'éteindre. Vous n'avez pas été capable, justement, d'une telle action, alors que vous faites partie d'un espace communautaire qui a pour vocation, justement, de mutualiser vos énergies, vos forces, votre potentialité, pour vous entraider et évoluer ensemble. Vous n'avez pas été capable de ça, et lui tout seul, avec des partenaires qu'il a eu la lucidité de se choisir, a pu venir au bout d'un fait ou d'une situation comme celle du terrorisme à Kidal, ville hautement stratégique pour les puissances occidentales et pour tous ceux-là qui conspirent contre le peuple du Mali. Vous n'êtes pas en mesure, ne serait-ce que par pur principe, de dire ben, félicitations à nos voisins. Et donc vous inspirez justement de la manière dont ces gens-là ont procédé pour pouvoir aboutir à un résultat aussi frappant et saisissant. Cela veut dire tout simplement que ben, eux aussi, ils sont déçus du fait que finalement, malgré leur conspiration, malgré les discours guerriers, malgré toutes les manipulations et tout ce qu'ils ont eu à mettre en place pour donner des embûches
à l'État malien et à son régime, il arrive aujourd'hui à avoir des résultats qui démentent formellement tout ce qui avait été prédit contre le Mali et son peuple. Donc aujourd'hui, c'est un démenti formel et nous constatons que le pragmatisme paye, le réalisme paye, l'engagement, la volonté, la détermination paye. C'est la preuve qu'il y a un leadership inspirant dans notre sous-région, en tout cas en Afrique, et je suis convaincu qu'à partir de ces résultats-là, beaucoup de peuples dans notre sous-région finiront par comprendre le chemin par lequel nous devons passer pour atteindre l'affranchissement dont on a tant parlé, dont nos dirigeants ont incanté les contours, sans pour autant pouvoir la réaliser. Oui, mais est-ce qu'on peut analyser autrement aussi cette rosine de la communauté internationale face à la reconquête de Kidal par les femmes? Parce que j'ai entendu certains experts journalistes dire que c'est une zone extrêmement compliquée qui ne saurait être prise en quelques jours. Ça veut dire que cette victoire n'est pas durable et que les rebelles et les terroristes peuvent ressurgir. Est-ce qu'on peut l'analyser comme ça? C'est qui les rebelles et les terroristes? C'est les mercenaires de l'Occident. L'Occident a les moyens de leur permettre de continuer à harceler l'armée malienne. Ça, nous le savons. Les Maliens le savent. Les Maliens n'ont pas dit la guerre est finie. Les Maliens savent qu'ils vont se battre pendant longtemps contre les mercenaires de l'Occident. C'est qui les terroristes? Il n'y a pas de terroristes. Les djihadistes, il n'y en a pas. Tu le sais, je le sais. C'est les mercenaires de l'Occident. Et les journalistes payés par cet Occident tiennent ces discours de découragement. Mais est-ce qu'ils espèrent pouvoir décourager Assimi Goïta? Non. Tu parlais des nègres de maison. Il y a un pauvre type qui, au début de l'histoire du Mali, disait ils ont suivi les Russes ont de vieilles armes, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas, machin. Les vieilles armes des Russes ont aplati tout l'Occident en Ukraine. Et il va les aplatir ailleurs. Et on est en train de les... Parce qu'aujourd'hui, à Kidal, on ne le cache pas, hein, on a été clair. L'armée malienne avec Wagner. Avant, on le cachait, on ne le disait pas. Non seulement on l'a dit, mais à Kidal, les Wagner se sont laissés photographier, filmer. C'est un message qu'on leur passe. Que vos petites guerres des salons de Bamako, des salons de Niamey et de Ouagadougou, là, Wagner n'est pas là pour ça. Wagner est là pour se frotter à la réalité. Wagner, combien de jours ils ont mis avec les Maliens? Moins de 10 jours. Pour faire ce que toute l'Europe occidentale réunie n'a pas été en mesure de faire pendant 10 ans. Alors, donc, qu'on nous dise que c'est une région difficile à contrôler, machin, on le sait. Kidal, il y a la ville, mais il y a la région qui fait combien? 260 000 km². C'est plus que le Togo, le Bénin réunis. C'est même plus que le Ghana qui fait 238 000 km². On le sait, on sait que c'est difficile. Assimi Goïta n'a pas dit « je vais reprendre mon pays parce que c'est un jeu d'enfant ». Non, c'est un militaire. Il avait déjà marché sur Kidal, on lui a dit « ne va pas » parce que c'est la propriété française. Maintenant, on a dit aux Français « ce n'est pas votre propriété ». C'est les Français qui ont fui les premiers. Ils étaient dans les trous à Kidal avec les terroristes. Mais ils ont évité qu'on prenne un Français dans ces trous. Et ils sont partis. Les fameux chefs terroristes. Mais ils ont fui. Pourquoi ils ne sont pas restés? Ils bombaient le torse. Même l'amunissement leur a laissé des armes. Gilles, ce n'est pas les armes qui font la guerre. Ouais. C'est la volonté. Exactement. Luc Abaki, mais est-ce que le masque du terrorisme est-il définitivement tombé à Kidal? Parce qu'il circule sur les réseaux sociaux beaucoup d'informations qui donnent encore de l'eau au moulin d'Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, du Premier ministre, qui ont saisi l'ONU comme quoi les forces étrangères étaient de connivence avec les terroristes. Il paraît que sur le terrain à Kidal, beaucoup d'informations supplémentaires ont été engrangées sur la complicité non seulement des forces étrangères, mais certains hauts gradés de l'armée et même certains palais de la sous-région. Mais c'est un fait. C'est un fait d'autant plus que, en principe, la MINUSMA était appelée à remettre les clés du camp de Kidal aux Fama. Est-ce que ce fut le cas? Non. Pourquoi la MINUSMA a précipité son départ sous prétexte qu'elle n'avait pas la sécurité nécessaire alors qu'elle a un accord avec l'État malien ainsi que les Fama
pour organiser le départ progressif de ces forces-là de façon ordonnée et coordonnée. C'est pour dire en effet que aussi bien l'aménagement que toutes les autres forces venant de l'extérieur savaient très bien qu'une fois que les femmes parviennent à conquérir la ville de Kidal, cela ressemblera forcément à une défaite cuisante et cela exposera justement ces puissances-là du point de vue de tout ce qu'ils ont eu à faire là-bas, qui est malsain et qui est contre le peuple malien. Qu'aujourd'hui on découvre des actes qui montrent leur complicité, etc., c'est un fait, mais ce n'est pas nouveau, d'autant plus que il y a eu, comme vous l'avez dit, une plainte entière de l'État malien contre une puissance occidentale qui s'autoproclame puissance des droits de l'homme, puissance dont le rôle, la mission salvatrice serait de jouer au bon samaritain en Afrique. Et depuis des siècles, à partir de la tête négrière, de la colonisation et aujourd'hui du néocolonialisme, on nous sert ce discours selon lequel la France viendrait toujours à la rescousse de nos États et qu'elle aiderait au développement, etc., etc. Voilà des faits palpables, évidents, incontestables, qui montrent qu'en fait c'est une supercherie. Et qu'en réalité, ces puissances-là, que ce soit la France ou d'autres, ne peuvent venir en Afrique que pour chercher leurs intérêts. Et pire encore, dans le contexte du Mali, on est en train de nous montrer clairement, à partir des actes-là que nous avons vus, que les puissances occidentales la savent, qu'elles doivent jouer leur survie dans nos pays. Et le cas du Mali, qui est un pays quand même historique, à partir des faits de l'Empire mandingue et de tout ce qu'il y a, et qui nous montre qu'en réalité c'est le cœur de la civilisation africaine, qu'il y a un nouveau déclic qui vient d'être amorcé. Je suis convaincu qu'à partir de ce moment-là, l'état d'esprit lui-même, aussi bien des Maliens que beaucoup d'Africains, va changer. Et qu'on comprendra qu'il suffit qu'on décide véritablement d'assumer notre identité, notre responsabilité, et de faire face aux défis qui se présentent à nos pays, pour qu'au bout du compte, quel que soit le niveau de sacrifice qui sera engagé, qu'on arrive à des histoires qui nous donnent la sensation de la victoire. Parce que vous savez, j'ai l'impression que nous avons peur de nous engager, justement parce qu'on n'a pas le sens du sacrifice qui permet d'atteindre un résultat dont nous devons pouvoir être fiers. Nous pensons, puisqu'il nous a été servi à travers les médias occidentaux, etc., que ce sont les Occidentaux qui ont la clé de la vie et qui nous montrent les chemins, les voies, les moyens à suivre pour pouvoir compter parmi les vivants, parmi les gens qui existent et qui ont une fierté d'exister. Aujourd'hui, la fierté du Mali réside justement dans son engagement farouche. Il a payé le prix qu'il fallait parce qu'il y a eu des hommes qui sont tombés au combat au champ d'honneur. Mais cela a valu le coup pour que le Mali aujourd'hui puisse partir la tête haute et parler justement de ses prouesses sur le terrain et montrer que là où tous les autres ont eu à échouer, le Mali a réussi avec ses forces et ses partenaires. Oui, mais moi, il me manque certains éléments. Comment faire en sorte que les preuves de ce qui se murmure sur les réseaux sociaux et se dit parfois sur les plateaux soient apportées sur la place publique? Parce que ce qu'on dit, c'est quand même extrêmement grave. Beaucoup ont souffert de ce phénomène de terrorisme. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, on nous dise qu'au sein des forces armées, il y a des hauts gradés qui sont en complicité, des forces étrangères, non seulement, mais certains palais de la sous-région. Il faut pouvoir apporter les preuves à tout le monde. Oui, attends. Sur quoi tu crois que les petits satans comme le Cornu comptent pour vouloir diviser le pays, s'ils n'ont pas des complices dans les rangs de l'armée malienne? Et bien sûr. C'est des complicités, des gens sans âme, des gens cupides. On lui promet un appartement à Paris, il croit qu'il est déjà arrivé au paradis, et un peu d'argent sur le compte, et sa femme va jouer à Madame Zelensky pour acheter des diamants à $1 million. C'est ce qu'ils font, hein, c'est tout ça là. Donc, sinon, comment toi, c'est un colonel ou un général, tu peux te faire le serviteur d'un Touareg. Tu vas lui laver les sandalettes et lui promettre fidélité à vie. Tu vois le problème du noir? Tu vois comment le noir est complexé?
Tu vois comment le noir lui-même est prêt à se donner en esclavage à quiconque a la peau plus ou moins blanche. Donc c'est sur des âmes égarées de ce genre que le Cornu et sa bande comptent pour semer le désordre au Mali, au Niger et partout ailleurs. Mais ça ne se reproduira plus. Ils n'ont qu'à rester tranquilles parce que bientôt la France aura à se battre pour sa simple survie. Mais là... Donc elle nous laisse tranquilles. Mais pour les Occidentaux, ça peut se comprendre, l'étranger dominateur a ses intérêts, mais au sein de la CEDEAO, entre nous, ça veut dire que tout le monde ne joue pas franc jeu. Non, mais attends. Quel franc jeu tu veux que tous ces vendus là jouent? Qui peut, dans un franc jeu, être d'accord d'aller faire la guerre au Niger? C'est où le franc jeu? Je te dis, Gilles, c'est des esclaves. Ils tremblent. Dès qu'ils entendent le nom Macron, il y en a qui font pipi dans leur caleçon. CEDEAO. Quel CEDEAO? C'est un ramassis de soi-disant chefs d'État. Ils n'ont aucun sens de l'honneur. Non, on ne va pas parler de l'institution. Je dis, CEDEAO, ils n'ont aucun sens de l'honneur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu as vu des blancs où quand un blanc est attaqué... Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Est-ce que je te demande d'être d'accord, Gilles? Je sais que tu sais. Ça me suffit, je sais que tu sais. Donc, bats-toi pour que je dise ça jusqu'au bout. Donc, dis-moi, est-ce que l'Ukraine est attaquée? Tous les pays blancs européens se sont mis le jeu comme un seul homme pour défendre l'Ukraine. Pourquoi les Noirs ne sont pas capables de cette logique aussi élémentaire? C'est une bonne question que vous posez, Luc Kabaki. Oui, mais et qui répond même à un principe de la vie, qui permet le vivre ensemble, qui permet, qui rappelle d'ailleurs même des questions de bon sens et de raison. Puisqu'on dit que l'être humain est un être social et sociable, ça veut dire que l'être humain tout seul et par lui-même ne peut pas vivre sans les autres. Alors comment on ne peut pas comprendre que s'il y a le feu qui brûle de l'autre côté, si nous ne faisons rien, il va finir par nous atteindre nous-mêmes. C'est ça le vrai problème. Et puis, les complicités là, je crois que durant tout le temps où nous avons eu à débattre de ce sujet du terrorisme, nous n'avons que faire cela. On n'a fait qu'évoquer ces complicités d'abord par les décisions fantaisistes, inhumaines, que les pays de la sous-région ont eu à prendre contre un frère. Et donc, ces actes-là, à eux seuls, qui sont hautement officiels, montrent qu'en réalité, ils ne sont de connivence avec les puissances occidentales, prédatrices occidentales. Ça, c'était très clair. Et ça, c'est ce qu'il y avait de visible. Qu'aujourd'hui, on découvre des faits à Kidal et qui montrent que, au-delà de cette décision politique, il y avait des actions pernicieuses, en sourdine, en vue de légitimer un certain nombre de choses qui se jouent contre le peuple malien. N'est pas étonnant. C'est le contraire d'ailleurs qui nous aurait étonnés, d'autant plus que nous le savions et nous l'avons toujours dit. Et nous avons dénoncé le fait que nos dirigeants de l'espace communautaire ne soient pas capables de faire preuve de bon sens et de raison. Et d'aller jusqu'à fragmenter ou du moins œuvrer pour la déstabilisation d'un pays comme le Mali, qui est victime d'un phénomène exogène qu'il n'a pas demandé à vivre. Oui, mais comment c'est si difficile? Moi, si je prends l'exemple du Togo, qui coopère quand même avec la France, mais a le courage de dire quand même que à un niveau donné, nous prenons nos responsabilités. Il doit y avoir des limites. Oui, en tout cas, je pense que dans le cas précis du Togo, il faut d'abord s'émerveiller des positions qui ont été prises par le régime togolais quant à cette situation au Mali. Parce que il faut être audacieux, courageux, vivant dans cet écosystème que nous connaissons, qui est séculaire et qui se caractérise par la même mise quasi absolue de la métropole qu'est la France sur nos systèmes politiques en Afrique, qu'un État comme celui francophone, qu'un régime francophone comme celui du Togo puisse avoir des positions aussi audacieuses. Ça, c'est un début d'action qui montre qu'en réalité, il y a un frémissement vers une action déterminante d'affranchissement. C'est vrai, on aurait souhaité que les gens prennent des positions très tranchées. Mais on est dans un écosystème où il y a des prédateurs avec des crabes, des crocodiles, etc. Il faut savoir poser les pas.
Mais nous, notre attente en tant que citoyens africains, œuvrant à assumer notre identité et à faire en sorte qu'on ne vive pas par procuration, c'est de pouvoir arriver à avoir des leaders qui s'assument comme tels, qui agissent par conviction, qui élaborent des méthodes, qui disposent d'une vision, d'un objectif et qui sont capables de faire la voie par laquelle l'ensemble de la population va mouvoir pour atteindre des résultats qui sont clairs. C'est en cela d'ailleurs que le travail accompli par le régime malien est salué par nous, et pas par nous seuls, par beaucoup d'opinions en Afrique ou même ailleurs, pour montrer qu'il n'y a pas un seul peuple sur cette terre qui puisse espérer avoir du bonheur, de la liberté, de l'épanouissement, sans engagement ferme et résolu pour atteindre des résultats. Les complices, il y en aura, les traîtres, il y en aura, mais l'essentiel, c'est d'être capable de sécréter l'énergie du combat et de développer des convictions qui permettent d'évoluer. Même si on laisse des plumes, c'est qu'on atteint un résultat qui nous fait rentrer dans l'héroïsme. La dernière fois, Macron a dépêché sa deuxième calamité à Abuja. La dame là, elle s'appelle quoi? La ministre des Affaires étrangères, quoi, Colonna. Oui, oui. Tu sais, des noms comme ça, moi, je ne les retiens pas, hein, parce que c'est de la sorcellerie, quoi. Alors, il l'envoie à Abuja. Colonna a comme préfixe colonie. Voilà. Il l'envoie à Abuja, certainement pour demander quand est-ce qu'on va attaquer le Niger. Et le vieux Tinubu, félicitations à lui, pour une fois, dit, mais attendez, moi je tiens compte de ce que ma population veut. Ah, oui, bien sûr. Et ma population ne veut pas de cette guerre. Gilles, dis-toi que seul un pays anglophone peut parler comme ça, parce que dans les pays francophones où chacun est démocratiquement, hyper démocratiquement élu, on s'en fout du peuple. On ne demande pas l'avis du peuple. On ne demande pas l'avis de l'Assemblée. On ne demande pas l'avis du Sénat. Quand Macron veut à l'Élysée, ça tient lieu de peuple. Dans aucun pays francophone, jusqu'alors nous parlons, nous n'avons entendu un dirigeant dire « Je tiens compte de l'avis de mon peuple ». Mais Tinubu a dit « Écoutez, j'ai des gens au nord là-bas qui sont les mêmes que ceux du Niger et je ne vois aucune raison d'aller les tuer ». Mais est-ce que Tinubu, c'est le seul pays dont la frontière avec le Niger comprend des peuples identiques? Non. Mais c'est que les autres, c'est des pays francophones où la démocratie est décidée quelque part. Est-ce que tu vois? Donc les gens sont là, nous sommes là, on regarde, on dit qu'on a des présidents. En fait, on a quelques sous-préfets de choses de piètre qualité. Mais tu dis la France. Pour finir, la France ne demande à aucun pays d'utiliser être une ancienne colonisée de se renier. La France, Tinubu a dit je ne fais pas, il ne fait pas. Pourquoi les pays francophones ne peuvent pas faire ça? Vous parliez du Togo. Mais c'est pas sorcier, c'est une question de bon sens. Qu'un pays, des pays aussi pauvres que les nôtres, qui doivent se demander mais comment nous allons faire pour que nos populations se sentent mieux, qu'on dise qu'on a mobilisé 800 pieds nickelés pour aller faire la guerre au Niger, qu'on a même le budget de 3 mois. Mais Gilles, quand tu commences un match de football, on sait que ça dure 90 minutes. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un chronométrer une guerre. Ça va durer tant. Est-ce que tu vois? Donc, quand vous avez des gens comme ça, comment vous voulez que ça marche? La France ne leur a même pas autant demandé. C'est un concours d'excès de zèle. Parce que tous, ils ont enterré des milliards et des milliards de leur peuple en France. Ils craignent qu'on dise, ah, si tu ne viens pas avec nous, tes milliards, nous, on les prend. Ils tremblent pour leur argent. Ils tremblent pour leur argent. On envoie même des gens aux 4 coins du monde pour arrêter un opposant. Voilà, ce président-là, il est démocratiquement élu. Celui qui fait ça là. Celui qui envoie arrêter un opposant à 8000 km de chez lui là. Il est démocratiquement élu. Et ces nominations démocratiques sont signées à l'Élysée. Tu n'as pas été choqué de voir que Macky Sall, l'adepte des desserts français, Macky Sall, tu es président du Sénégal. Le Sénégal, quand même, ce n'est pas un petit pays.
Il faut te respecter. Maintenant qu'il est sûr que tu n'es plus candidat, Macron a créé un poste où on t'a nommé et tu ris les dents jusqu'aux oreilles. Mais comment toi, un ancien président, tu ne peux pas rester pour servir ton pays? Tu as besoin que Macron crée un machin chouette pour te nommer là-bas? Donc tu travailles, on l'a toujours dit, tu travailles pour Macron. Tu t'en fous du Sénégal et des Sénégalais et on t'a récompensé pourquoi? Pour être en train de torturer Sonko. Parce que Sonko, c'est le cauchemar de la France. Pour toutes les tortures infligées à Sonko, Macron t'a déjà trouvé une place. Comment un chef d'État va s'ennuyer? Pour ouvrir rapidement cette parenthèse sur Guillaume Soro, le fait qu'il soit accueilli au Sahel, au Niger notamment, on sait qu'il doit avoir des déplacements au Mali, au Burkina Faso aussi. Est-ce que, comment je vais dire ça, est-ce que c'est pas une menace pour la paix, la cohésion de la sous-région, quand on sait les relations entre Soro et Alassane Ouattara? Vous savez pourquoi je rigole? Mais la menace pour la paix et la cohésion sociale a commencé quand? Est-ce que c'est avec la visite de Soro? Quand un président, aussi puissant qu'il puisse être, vient faire un point de presse pour dire que je mobilise mon armée, j'élabore un budget pour aller attaquer un voisin, ce n'est pas une menace évidente et claire pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale? Qu'est-ce que un pays comme le Niger a fait à la Côte d'Ivoire pour que son président vienne faire un point de presse et dire clairement qu'il entend déloger les dirigeants actuels du Niger, par exemple? Mais ceci est aussi déplorable qu'ils ont fini par galvauder, dénaturer la parole présidentielle. Vous savez, normalement, dans nos cultures, et tout comme ailleurs, la parole du dirigeant, du chef, est pratiquement une parole d'évangile. C'est-à-dire, il ne peut jamais donner une affirmation gratuite. Il ne peut jamais ouvrir sa bouche pour sortir des propos qu'il n'est pas en mesure d'implémenter et qui ne sont pas inspirés par des faits concrets. Après une telle affirmation, c'est quoi la suite? Mais ces propos-là ont la conséquence de montrer ou de révéler son subconscient, qui est donc de développer une animosité, mais extrême, vis-à-vis des pays voisins. Le même langage avait été tenu contre le Mali. Et pendant longtemps, vous avez vu les joutes oratoires belliqueuses qu'il y a eu lorsque, justement, Assimi Goïta a accédé au pouvoir et il avait commencé à mener un certain nombre d'actions, etc. Ce qui est tout le contraire, en fait, du style de gouvernance et de communication, en fait, des régimes du Mali, du Burkina Faso et aujourd'hui du Niger. Prenez l'exemple du communiqué que le président Goïta a sorti après la victoire de Kidal. Il a d'abord rappelé l'objectif pour lequel il est entré en guerre contre tous ces terroristes-là. C'est de reconquérir l'ensemble du territoire malien et c'est de droit. C'est légitime. Il a rendu hommage à tous les vaillants combattants des FAMA qui sont tombés au champ d'honneur parce qu'ils sont tombés pour une cause commune et noble. Il a ensuite rappelé en vérité que la guerre n'était pas finie et qu'il faudrait la mobilisation de l'ensemble des Maliens, les militaires, etc., pour que cet objectif-là qui se sont fixés ensemble puisse être atteint. Pourquoi on dit que l'objectif a été fixé ensemble? Rappelez-vous que dès son accession au pouvoir, il a organisé les assises nationales de la refondation. Voilà une approche pratique, pragmatique, qui conquiert la complicité de la population et qui permet justement de porter de façon unitaire la vision dans laquelle l'ensemble des peuples se retrouvent, en tout cas dans leur écrasante majorité. Voilà des méthodes de gouvernance qu'en fait nous recherchons et qui nous épatent et nous convainquent dans notre positionnement à soutenir ces genres d'actions, à les relayer, à les analyser, parce que nous pensons qu'il s'agit d'un modèle de gouvernance qui doit pouvoir inspirer les autres. Au bout du compte, Dieu merci, les événements nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. J'entends certaines critiques des esprits obtus
qui font croire que, ben, écoutez, nous sommes en train de nous égarer, que nous serions dans l'idolâtrie, etc. Parce qu'on prend des... Non, mais attendez, le journalisme s'appuie sur des faits. Ce n'est pas de l'incantation. Ce n'est pas des ressentis, simplement, qu'on invente. Mais quand il y a des faits, un minimum d'objectivité permet de comprendre l'issue des actions. Et donc, aujourd'hui, nous sommes confortés dans notre position à partir de l'instant où le régime malien et le peuple malien sont en train de nous séduire. Il en a été de même du Burkina Faso où aujourd'hui le terrorisme est en train de reculer. Or, lorsque les forces européennes occidentales partaient, ils nous avaient été servis par des canaux officiels mais il faudra juste quelques jours pour que le Mali soit pris à l'ambassade de l'Aldi et que le terrorisme en quelques jours avait pris encore de l'ampleur dans plusieurs localités, etc. Voilà comment l'occidental passe par des créneaux, des médias, etc. pour polluer l'esprit du citoyen africain et l'égarer complètement. Alors qu'en vérité, les faits sont tout autres. Et c'est pour ça que j'apprécie d'ailleurs l'initiative qui a été prise par le régime malien, notamment le ministère des Affaires étrangères, qui a animé hier seulement samedi une conférence sur la guerre communicationnelle et informationnelle, les enjeux et les défis. Tout cela permet à chaque citoyen africain de comprendre qu'on n'a pas à suivre ou à écouter simplement ce qui vient de l'extérieur, mais c'est de voir quels sont les faits et de les analyser avec plus de sincérité, d'objectivité et de rationalité. Pour finir avec cette première partie, après Kidal, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le Mali a retrouvé l'intégrité de son territoire? Le Mali a retrouvé l'intégrité de son territoire, mais n'est pas dans un esprit de victoire, disons, béat, on a gagné. Non, je dis la guerre va durer, ils savent. Parce qu'ils savent qui sont derrière les terroristes. Et ces fameux terroristes qui ne sont que les mercenaires de tout ce que nous connaissons, ils auront les moyens pour agir encore pendant longtemps. Mais je ne peux pas clôturer sans dire un mot sur Soro au Niger. Je vous ai dit dans ce studio, une fois, deux fois, je crois même trois fois, que mais pendant que quelqu'un est assis quelque part, en train de préparer des coups d'État dans les pays voisins de son pays, pourquoi une seule fois il n'y a pas quelqu'un pour lui dire mais fais attention, à partir de ces pays-là, toi aussi on peut te préparer un coup d'État. Soro est arrivé au Niger pour trouver du repos, pas pour préparer un coup d'État. Mais déjà à Abidjan, ceux qui font la diarrhée sont plus nombreux que ceux qui font des selles normales. Il est juste arrivé, hein, mais on le connaît. Hein, son patron d'hier sait de quoi serait capable quand il s'agit de renverser un régime. J'ai dit, évitons en tant que pays voisin d'alimenter des tentatives de coup d'État chez nos voisins. Parce que ce que nous organisons là-bas peut être organisé chez nous. Tous nos pays ont chacun ses commandos spéciaux capables d'aller opérer à l'extérieur et de revenir sains et saufs. Il ne s'agit pas de 800 gars qui se baladent. Parce que Ouattara, il a évité in extremis l'importation de 800 cercueils. Et il doit remercier tous ceux qui ont lutté contre l'intervention militaire au Niger. Il doit les remercier aujourd'hui. 800 cercueils, je suis sûr que ça ne lui aurait pas prolongé son régime. Donc, Soro est venu pour... Vous avez vu comment il a maigri, ce Guillaume Soro? Il est venu chercher du repos. Tant pis pour ceux qui ne dorment pas. Mais quelles seront les conséquences de cette victoire pour le reste des pays en guerre contre le terrorisme et pour toute l'Afrique? Quelles leçons devons-nous tirer? On va finir avec ça pour la première partie. D'abord, la leçon, elle est psychologique. Vous savez, en général, si les Occidentaux multiplient des occasions, des opportunités pour nous bombarder de leurs informations caricaturées, traitées, c'est pour agir sur notre conscience et nous enlever cette foi en nous sur notre capacité à agir par nous-mêmes. Donc, le fait de la victoire de Kidal a un impact psychologique déterminant. Or, dans la vie, nous n'agissons dans la vie que en fonction de ce que nous avons comme résultat de parcours et de ce que nous voyons autour de nous. Cette victoire de Kidal, qui rappelle un peu tous les déboires que le pays, le Mali a eu à subir pendant plus d'une dizaine d'années, a quelque chose de déterminant. Et c'est un déclic essentiel
en ce qui concerne le ravage que les terroristes auront à subir dans les semaines à venir. Parce que les terroristes eux-mêmes, malgré les soutiens aussi indéfectibles qu'ils ont dans la sous-région et auprès des puissances occidentales, qui les arment et les financent, ont fini par perdre quelque chose auquel ils tenaient tant, c'est-à-dire Kidal. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est la débandade totale, même s'il y a quelques fréluquets qui continuent de dire « Ah non, non, on va revenir à la charge, etc. etc. » Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils doivent pouvoir parler, parce que c'est humain que de s'exprimer. Mais ce qui est encore plus humain, c'est d'être capable d'implémenter ce que l'on dit. Et c'est ce que nous déplorons chez beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui, qui parlent avec des affirmations gratuites, des péroraisons qui n'ont aucune emprise sur le réel. On va revenir sur le sujet. Oui, j'ai noté, ambassadeur, vous avez un temps de parole en retard. Parce que là, marquons une pause pour des impératifs commerciaux. À tout de suite pour la seconde partie de New World Forum.